Très bien. Donc, voilà, donc notre intervenant est ici. Bonjour, Monsieur Janet. Donc, on pourra commencer notre conférence. Vous êtes prêts? Ah, zut. Bon. C'est bon pour vous, monsieur? Excusez-moi pour le retard. Je suis vraiment désolé. J'avais bien noté 15 heures, mais désolé, excusez-moi. Je suis Pas grave. mea culpa. Très bien, donc on pourra commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence intitulée Les métiers d'ingénieur, un diplôme, démotype et réalité. Donc, pour cette conférence, j'ai plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Janet, qui est ingénieur au CNRS à Orléans. Donc, avant de commencer, peut-être quelques rappels. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre des cycles de conférences intitulés Instant métier, regard de pro qui vont se dérouler jusqu'à mi-mai. Donc, notre conférence, elle va durer 20 minutes. Monsieur Janet va nous présenter son métier, son parcours. Et ensuite, on va avoir 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions pendant l'intervention de Monsieur Janet dans les chats. Donc, c'est un petit peu là-haut de votre écran. Donc, avant de commencer, devenir ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire? Cela d'abord passe par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur qui nécessite 5 ans d'études. À noter qu'aujourd'hui, ces études sont parfois ouvertes à l'apprentissage. Une fois les titres en poche, de nombreuses perspectives s'ouvrent aux professionnels en herbe. Concevoir, produire, conseiller, vendre. La majeure partie des ingénieurs occupent aujourd'hui un poste dans des métiers liés à l'étude, la recherche et la conception. Il faut également se préparer à exercer des fonctions managériales. Vous l'avez compris, être ingénieur recouvre des réalités très diverses. Donc, maintenant, je vais laisser Monsieur Janet de nous parler de son métier d'ingénieur. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter quelle est votre fonction exacte et votre lieu d'exercice? Merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Guillaume Janet. Je travaille au CNRS à Orléans. Donc, plus précisément dans un laboratoire qui s'appelle le LPC2E. C'est le laboratoire de physique, chimie de l'environnement et de l'espace. Et donc, c'est un laboratoire qui a spécialisé surtout dans l'étude de l'environnement terrestre et spatial, donc les interactions entre le Soleil et la Terre. Donc, dans ce cadre-là, en fait, j'occupe la fonction d'ingénieur de recherche et plus précisément, en fait, je suis responsable de projet, responsable technique et management sur tout ce qui est développement de capteurs magnétiques. Donc, c'est une des spécialités instrumentales du laboratoire. Pour situer le contexte, en fait, on a une équipe technique, donc d'ingénieurs, techniciens et administratifs qui réalisent des instruments et à côté, qui sont embarqués sur des satellites. Et à côté, il y a des chercheurs donc, qui exploitent les données qui sont fournies par ces instruments et reçues des satellites. Donc, pour donner des exemples d'applications, récemment, vous avez peut-être entendu parler des satellites Parker Solar Probe de la NASA qui a été lancé en 2018 et Solar Orbiter, donc c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé en 2020. Donc, pour ces deux satellites, en fait, le laboratoire a fourni un capteur magnétique qui s'appelle un Search Coil et c'est cet instrument dont j'avais la responsabilité technique et la responsabilité de chef de projet aussi. Très bien. Donc, pardon. Et maintenant, si on parlait de votre parcours, en quelques mots, comment vous êtes arrivé à exercer ce métier? En fait, j'ai commencé, comme vous l'avez dit, par l'école d'ingénieur. Alors là, c'était l'INSA de Rennes, l'Institut national des sciences appliquées. Et l'option, c'était électronique et informatique industrielle.
Ensuite, en fait, j'ai eu peut-être un peu de chance, enfin peut-être non, c'est même sûr, un peu de chance quand même, c'est que j'ai effectué mon stage au LPC2E à Orléans, mon stage de fin d'études. Et peu de temps après, en fait, il y a eu des besoins, il y a eu des besoins dans le laboratoire. Le laboratoire a eu besoin d'embaucher, d'abord en CDD. Donc, j'ai travaillé 2 ans en CDD dans le laboratoire. Et après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les agents CNRS sont fonctionnaires. Donc, le recrutement, c'est sur concours. C'est pas comme dans une entreprise privée où on passe un entretien et après, ils décident qui choisissent. Là, c'est un concours avec un jury. Quand il y a une place, il faut qu'une place se libère et le concours est créé. Donc là, j'ai eu, on peut dire, la chance que quand j'étais en CDD, une place s'est libérée, le concours a été créé et j'étais présent à ce moment-là. Donc j'ai pu candidater et ma candidature a été retenue pour le poste que j'occupe actuellement, en fait. Donc, sur la réalisation des capteurs magnétiques. Très bien. Donc, et maintenant, si on parlait de votre métier, est-ce que vous pouvez sélectionner 3 mots qui définissent votre métier selon vous et si vous pouvez expliquer vos choix? D'accord. Le premier qui me vient à l'esprit, je pense que c'est la polyvalence. En fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que enfin, ma spécialité, comme je vous l'ai dit, c'était l'électronique, donc c'est important pour la définition du capteur. Donc il y a après tout ce qui est cursus général du métier enfin, d'école d'ingénieur, comme la physique, pour comprendre la physique du capteur. Mais à côté de ça, en tant que chef de projet, donc on est amené à faire, enfin, pour la réalisation d'un instrument, au moins à faire ou à faire des études mécaniques, des études thermiques. On n'a pas été, là, c'est pas du tout mon domaine. Donc j'ai soit des collègues, soit on fait faire en sous-traitance. Mais du coup, il faut être capable de spécifier ses études et derrière de pouvoir comprendre, interpréter les résultats, voire discuter avec les ingénieurs qui ont réalisé ces travaux. Donc c'est pour ça la polyvalence, en fait. Très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Ben, je dirais que c'est justement, c'est directement lié en fait, c'est que la diversité des compétences qui sont requises en fait, on n'est pas, enfin, on n'est pas, on n'a pas du tout l'impression de tourner en rond en fait. On fait la conception du capteur, après enfin, une fois que le capteur est réalisé, fabriqué avec le reste de l'équipe, hein, je ne fais pas ça tout seul évidemment, c'est un travail en équipe. Et donc après, il y a des essais en vibration, donc c'est plutôt du domaine mécanique, des essais en cyclage thermique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est amené à faire et à suivre. Donc en fait, c'est assez varié, on fait jamais la même chose. Ça, c'est le premier point, enfin, directement lié à la polyvalence. Et après, le deuxième, je dirais, c'est les interactions avec, dans l'environnement. En fait, sur le satellite, il n'y a pas qu'un seul instrument. Il y a plusieurs types de capteurs, donc toutes les interactions avec les autres équipes scientifiques et avec l'équipe technique qui fournit le satellite. Donc, c'est beaucoup de discussions, d'échanges qui sont, enfin, c'est ce que j'aime bien aussi. Très bien. Et quelles sont, selon vous, là où les principales qualités et les compétences pour faire ce métier? Euh, En fait, enfin, la première qualité, je pense, c'est savoir être polyvalent. Enfin, je suis désolé, je tourne en rond, mais c'est vraiment, ça tourne autour de ça, mais c'est vraiment ce qui me paraît le plus important. Après, le deuxième, je pense que, enfin, ça, c'est vraiment lié à tous les métiers d'ingénieur, hein, c'est qu'il faut vraiment être précis et rigoureux, surtout dans le spatial où là, on peut pas vraiment se permettre une erreur, sinon, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Si l'instrument est sur le satellite, qu'il y a une panne, on ne peut pas les réparer. Donc là, il faut vraiment être précis, rigoureux et sérieux. Donc c'est ça. Et le troisième point, je pense qu'il faut avoir des compétences, enfin savoir travailler en équipe. Parce que forcément, un instrument spatial, un projet spatial, c'est 10 ans de projet en taille, enfin, en taille standard à peu près. Donc on travaille forcément pas tout seul, je l'ai dit, hein. J'ai un collègue qui fait des études mécaniques, d'autres collègues pour l'électronique, l'assemblage des capteurs. Donc faut savoir travailler en équipe. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que les capacités relationnelles, c'est quelque chose qui est très important à être communicant? Oui, oui, tout à fait.
Très bien. dans l'équipe et après avec les équipes, enfin avec les autres instruments ou le satellite, il faut savoir échanger pour pouvoir mettre le capteur sur le satellite, comment gérer les interfaces de montage, les interfaces thermiques et après ben, tout ce qui est électronique évidemment, hein, la transmission des données, on est en interface avec énormément de monde, donc il faut savoir le relationnel est évidemment très important. Et quand vous dites on est en relation avec beaucoup de monde, donc est-ce qu'il y a aussi capacité, les compétences à l'écrit, c'est quelque chose qui est important ou est-ce que c'est un peu moins? Non, 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 c'est important à l'écrit, c'est important. Bah, enfin, là, c'est assez propre au spatial aussi, c'est qu'il y a beaucoup de documentation à fournir, donc ça fait partie du métier d'ingénieur, mais ouais, faut savoir faire de la documentation, que ce soit des documentations techniques, des rapports d'avancement. On est aussi, quand on réalise un instrument, on est aussi amené à gérer le budget de l'instrument, donc il y a la gestion de budget à faire aussi, les interactions avec les instances qui fournissent le budget aussi, donc il y a oui, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi important dans le relationnel, c'est les interactions, tout ce qui est gestion. Quand on est gestionnaire du projet, on est amené à rendre des comptes. Donc, du coup, il faut savoir présenter les travaux effectués, les avancements, les retards s'il y a, pourquoi on a retard, comment on est par rapport au planning qui était prévu, et ainsi de suite. Très bien. Et que conseilleriez-vous à une personne pour faire ce métier? Alors, si c'est pour faire l'ingénieur dans le spatial, enfin, ou au moins directement, enfin, ingénieur au CNRS, bon, là, c'est forcément école d'ingénieur. Et après, vous pouvez enfin, il y a besoin dans beaucoup de spécialités, dans toutes les spécialités techniques, donc mécanique, thermique, électronique, c'est c'est possible. Et après, si vous voulez travailler plus largement dans la recherche, en fait, hein, tout ce qui, enfin, tous les métiers de l'ingénieur sont les bienvenus, hein, puisqu'il faut dans tous les domaines il y a de la recherche dans toutes les domaines de compétences, enfin, dans toutes les sciences, il y a de la recherche, donc il n'y a pas de, il y a pas de porte fermée. D'accord. Et quelqu'un qui, est-ce que par exemple quelqu'un qui souhaite faire comme votre métier, s'il passe par l'école d'ingénieur mais plutôt généraliste, est-ce que c'est un bon chemin ou c'est plutôt vraiment il faut déjà se centrer sur un des trois cités mécaniques, électroniques? C'est possible. Dans ces cas-là, il occupera plutôt des fonctions enfin, de gestion de projet et un peu moins de responsabilité technique, on va dire. Mais oui, oui, ça reste possible. Après, ça reste que mon avis, mais je pense que c'est mieux quand même d'avoir la formation généraliste et une spécialité technique aussi, qui donne entre guillemets la porte d'entrée. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type pour que nos participants puissent imaginer de manière un peu plus précise, voilà comment ça se déroule, votre travail au quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans D'accord. une journée? Ouais, ça va être, enfin, comme je l'ai dit, ça va être assez compliqué parce que, enfin, en fonction du déroulement des projets, je suis amené à faire enfin, et en fonction de l'état des projets, enfin, il y a des fois, je fais 5 journées différentes dans la semaine, mais je vais essayer de faire l'exercice quand même. Euh, du coup, en général, je pense que le matin, la première chose à faire, c'est de lire. Enfin, comme je travaille plusieurs projets avec l'international, des fois avec les États-Unis. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer pendant la nuit. Donc, la première chose à faire le matin, en général, c'est une lecture des mails, voir s'il s'est passé des choses, si on a eu des contacts sur certains projets. Après, c'est en général, enfin, on regarde aussi s'il n'y a pas enfin, en tant que chef de projet, ce qu'on a souvent, c'est des réunions aussi, ou téléconférences, visioconférences. Donc, on vérifie s'il n'y a pas ça déjà dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc, dans ces cas-là, en général, ça occupe quasiment toute la demi-journée. Et après, en fonction des phases du projet, soit on est sur une phase de développement d'instruments. Donc, dans ces cas-là, ça va être plutôt une partie technique, donc soit développement de circuits électroniques à l'ordinateur, ou quand le circuit est fait, on se met à l'établi pour le tester, faire des mesures.
Ça, c'est si on est en phase de développement ou en phase de réalisation. Ou alors, si justement tout ça, ça a été fait, on est plutôt en phase de, comment dire, de rédaction de documentation. Donc là, ça reste, on passe la journée devant l'ordinateur ou la demi-journée devant l'ordinateur à écrire la documentation. Donc ça peut être compte rendu d'essai. Si on veut faire, je parlais d'études mécaniques ou d'études thermiques, donc spécifier une étude mécanique ou thermique pour l'envoyer à un sous-traitant. Ou alors, il y a des périodes aussi, on est amené, enfin, souvent en fin d'année, à faire les demandes de financement, demandes de budget. Donc là, c'est faire les plannings, préparer les demandes de budget pour les années à venir. Donc ça reste pareil, documentation devant l'ordinateur. Donc c'est pour ça, c'est très difficile de dire une journée type, en fait. Donc, on peut dire que chaque journée est différente et vraiment, c'est en fonction des avancements des projets ou des projets que vous avez. Voilà, les journées vont varier. Voilà, exactement. Oui. Oui, pour revenir à ce que je disais, c'est une des choses que j'aime dans ce métier. Et comme nous avons parmi nos participants des élèves qui nous écoutent, pour les aider un peu de se projeter dans l'avenir, est-ce que vous pouvez nous dire quelles notions abordées au lycée est aujourd'hui indispensable pour vous dans votre quotidien professionnel? Je pense que tout ce qui est, ouais, c'est difficile à dire, mais enfin, je pense que tout ce que vous voyez en cours de maths physique, enfin, c'est important. Je ne vais pas dire que je m'en sers tous les jours, mais j'y reviens. Donc pour moi, enfin, c'est ce qu'il y avait de plus, enfin ouais, c'est ce qui me sert enfin, ce qui, entre guillemets, ce qui me sert, oui, c'est ce qui me sert le plus souvent au jour le jour. Donc, j'ai revu ça après en formation en école d'ingénieur, mais j'ai des choses que j'ai déjà vues au lycée que je revois, que j'utilise encore aujourd'hui en maths et en physique. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez beaucoup à l'international. Est-ce que, par exemple, connaissance des langues, c'est pas quelque chose d'important aussi? Si, parler anglais, c'est indispensable. Enfin, dans le domaine de la recherche en général, c'est indispensable de bien parler à minima de savoir lire l'anglais et écrire l'anglais, mais savoir le parler, le comprendre, c'est encore mieux. D'accord. Je pense que là, c'est pas une nouveauté. Hein, l'anglais, je pense que tout le monde le sait déjà. Hein, c'est indispensable maintenant. Ouais, mais c'est aussi important de rappeler à nos participants que voilà, les langues, Oui, il faut étudier, voilà, c'est quelque chose qu'il faut connaître si on oui, veut oui. aller vers un métier d'ingénieur. Très bien. Donc, là, pour conclure, est-ce que vous pouvez résumer votre métier en une seule phrase? En une seule phrase, j'ai enfin, beaucoup de travail par moment, mais avec des résultats qui valent le coup d'avoir fait le forcing pendant quelques mois. Voilà. Très bien. Donc, je vous rappelle, les participants, que vous pouvez poser les questions dans les chats si vous souhaitez, si vous voulez avoir des informations un peu plus précises. Pour l'instant, je ne vois pas des questions. Peut-être il y aura une question qui arrive. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Janet, pour toutes les explications sur votre métier d'ingénieur et aussi pour les participants que, voilà, voilà, votre métier elle est maintenant un peu plus connu. Ouais, Voilà, merci. donc merci beaucoup pour votre intervention et je remercie également les participants d'avoir écouté. Donc, je vous rappelle également, si vous êtes intéressé par les métiers d'ingénieur, vous pouvez trouver toutes les ressources sur les sites via lesquels vous vous êtes connecté. Donc, vous avez différentes ressources documentaires dedans. Et également, vous pouvez aller voir sur site orientation
pour trouver des interlocuteurs appropriés qui peuvent vous accompagner dans la construction de votre projet d'orientation. Et également, vous allez trouver d'autres ressources liées aux sciences et au métier d'ingénieur. Voilà. Donc, je remercie beaucoup M. Janet pour l'intervention et je remercie également tous les participants pour l'écoute. Ah, voilà, on a encore une petite question. Donc, avant de terminer, avez-vous des possibilités d'évolution de carrière? Oui, c'est possible. Enfin, du fait que je sois au CNRS, alors au niveau montée en grade, en fait, je vais pas pouvoir. Enfin, en fait, j'occupe. Enfin, savoir que les agents, comme dans toute la fonction publique, il y a des différents grades. Donc là, je suis quasiment, en tant qu'ingénieur, en fait, on est très haut dans la hiérarchie déjà. Donc là, j'ai quasiment plus de possibilités d'évoluer. Par contre, du fait que je sois agent CNRS, en fait, je peux, s'il y a des possibilités, des postes qui se libèrent, changer de laboratoire. Donc là, c'est plutôt un changement d'activité. J'aurai la même fonction, le même salaire, les mêmes responsabilités, mais je pourrais complètement changer d'activité. Donc, je pourrais travailler dans. Enfin, je ne vais pas vous donner, j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais enfin, voilà, je pourrais travailler dans un labo de biologie à développer des instruments pour la biologie plutôt que des instruments pour le spatial. Donc, dans ce sens-là, voilà, en changeant le secteur, vous pouvez évoluer au niveau de votre carrière, pas au niveau de salaire, mais plus au niveau d'objets d'études. Voilà, exactement. Très bien. Donc là, je vois qu'on n'a plus de questions. Voilà, donc je vous remercie à nouveau pour vos explications et votre intervention. Et encore une fois, je m'excuse pour le retard. C'est pas grave. On était tous là, donc tout s'est bien passé, c'est essentiel. Voilà, donc merci également aux participants d'avoir assisté à cette conférence. Merci et à bientôt pour les autres conférences. Au revoir. Merci, au revoir.